Bonsoir à tous, bienvenue sur ASMR Reading, la chaîne ASMR consacrée à la lecture d'histoires et de livres sous format ASMR. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer la lecture de la véritable histoire de Noël. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Chapitre 2. L'île rocheuse habitée par la famille Pookie était presque dépourvue d'arbres. Seuls quelques pins chétifs adoucissaient la petite côte où se dressait un modeste chalet comprenant une cuisine et une chambre. Une dépendance avait été construite dans la cour. Elle abritait d'un côté une remise, de l'autre les commodités et au milieu le sauna. À proximité se dressait un petit abri sous lequel quelques poules s'étaient parfois dandinées. Pour l'heure, il était vide. Les bâtiments n'étaient pas peints, ils semblaient en mauvais état, mais remplissaient parfaitement leur fonction. Derrière la dépendance se trouvait un champ de pommes de terre. La récolte avait été faite, et sa terre noire était désormais pelliculée par le gel. En contrebas commençait un champ de seigle d'environ un demi-hectare. Il avait été fauché et seuls quelques brins de paille jaune vif pointaient çà et là. Un peu plus loin, dans un creux entre deux rochers, se trouvait une petite éminence, voûtée rappelant un bunker. Elle était faite de pierre et de mousse, et elle renfermait un cellier. Si l'on observait le rivage depuis le cellier, on pouvait apercevoir un autre abri. Celui-ci avait été construit sur l'eau pour accueillir une barque de pêcheurs, laquelle était en bois et dépourvue de cabine. Elle était amarrée au bout du petit ponton. Des piquets d'environ 2 mètres avaient été érigés sur le rivage, non loin de l'abri. Ils étaient renforcés à la base à l'aide de pierres et reliés par des perches fixées à l'horizontale. Celles-ci comportaient tout du long des crochets en bois auxquels étaient suspendus quelques filets de pêche déjà nettoyés. Un homme et une femme sur les rivages accrochaient le dernier filet criblé d'algues et de plantes aquatiques. Tous deux travaillaient avec ardeur et habitude, tandis que leur respiration produisait de la vapeur dans l'air froid. Ils s'arrêtaient parfois pour souffler sur leurs doigts, engourdis par l'eau de mer glaciale. Ils s'appelaient Einari et Alexandra Pookie. Einari était un homme robuste d'une 30aine d'années. Ses cheveux blonds comme les blés flottaient au vent et encadraient son visage barbu, tanné par la mer et les saisons. Il portait un pantalon rapiécé en toile enduite, de longues bottes et un épais tricot grossier effiloché dont la manche trouée laissait apparaître son coude. Il portait sur le flanc un ceinturon de cuir complété par un fourreau. Celui-ci contenait un couteau à la lame longue et épaisse et en manche en os de renne. Alexandra, son épouse, avait quelques années de moins que lui. C'était une femme mince mais opiniâtre. Afin de protéger ses longs cheveux blonds tressés, elle s'était enroulée autour de la tête un foulard sous lequel elle replaçait les mèches échevelées par le vent. Elle portait une robe simple en coton gris et un tricot. Les vêtements élimés des parents indiquaient que cette famille de pêcheurs menait une existence modeste. Einari et Alexandra étaient certes pauvres, mais ils étaient heureux. Ils savaient l'un l'autre et ils avaient bien sûr leurs enfants, qu'ils aimaient plus que tout. Pour l'heure, chacun travaillait d'un côté du filet. Soudain, tous deux saisirent simultanément la même algue. Einari fit un clin d'œil à son épouse et lui chippa l'algue. Alexandra lui tira la langue et éclata de rire. Einari aussi se mit à rire, puis se tourna vers le chalet. Une fine volute de fumée émanait de la cheminée. « Je préférerais voir Nicolas ici, occupé à démêler les filets, plutôt qu'à jouer avec sa petite sœur, déclara Einari à sa femme. Quand j'avais son âge, j'étais déjà avec mon père à... Ça, non, ne fais pas le fanfaron, interrompit Alexandra. Nicolas est encore un bébé, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qu'on ferait s'il ne
Heureusement qu'il aime pouponner, sinon je ne pourrais pas venir t'aider en mer, et tu ne pourrais pas t'en sortir seul en cette saison. Allons, tenta Einari, mais sa phrase resta en suspens. Tu auras beau dire, ce que je dis est vrai. Einari se tut et continua de nettoyer le filet. Il grogna quelque chose, mais Alexandra n'entendit pas. Elle secoua la tête en riant de la rudesse à demi-feinte de son époux, et elle ne put s'empêcher de poursuivre. Tu sais, il passera beaucoup d'eau sous les ponts avant que Nicolas soit trop grand pour jouer avec sa petite sœur et suffisamment âgé pour partir pêcher sous ta houlette. Si je me souviens bien, ton père m'a dit qu'il n'a pu compter sur toi à la pêche avant tes 12 ans. Oui, mais à l'époque, c'était différent, bredouilla Einari. Nicolas est un bon gamin, je ne dis pas le contraire. Et pour le reste, tu as raison. En apprenant à s'occuper des plus petits, il ne pourra que devenir un homme bon. Satisfaite, Alexandra hocha la tête et sourit aux paroles d'Einari. Elle reprit son travail et pensa à leur vie. Même s'ils étaient pauvres, elle était plus heureuse que jamais depuis qu'elle avait consenti à devenir l'épouse d'Einari, qu'elle avait emménagé avec lui dans le nord et plus tard sur l'île. Elle savait qu'Einari l'estimait et l'aimait autant qu'elle. Ils partageaient les mêmes valeurs, tous deux se contentaient de peu. Alexandra continua d'ôter les algues des mailles du filet, tout en imaginant leur vie sur l'île austère lorsque les enfants seraient plus grands. Elle avait beau réfléchir, elle ne voyait rien qui pourrait empêcher la famille de poursuivre son existence heureuse. Un jour, elle et Einari seraient des vieillards. Ada serait alors une belle jeune femme qui relèverait sa vieille mère dans les tâches ménagères. Quant à Nicolas, ce serait un jeune homme grand et fort qui partirait en mer à la place de son père, à bord de sa barque. Peut-être que Nicolas et Ada viendront habiter la petite île avec leurs conjoints et qu'ils feront de nous des grands-parents, songea Alexandra. À ce moment-là, Einari et moi, nous nous occuperons de nos petits-enfants pendant que les enfants seront partis chercher de quoi faire bouillir la marmite. Alexandra ne put s'empêcher de rire toute seule. Elle s'était projetée dans un avenir si lointain qu'elle se sentait un peu étourdie. Elle s'imaginait en compagnie d'Einari déambulant sur les rochers de l'île, chacun une canne à la main et le dos voûté. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» grogna Einari de l'autre côté du filet. « Rien, répondit Alexandra en secouant la tête. « Je m'imaginais seulement à quoi tu ressembleras quand tu seras vieux. Et qu'est-ce que ça a d'amusant ? Rien, je suis si heureuse avec toi et avec les enfants. » Puis elle souffla sur ses mains pour les réchauffer et jeta un coup d'œil par-dessus ses paumes sur la seule fenêtre du chalet. Derrière la vitre, qui reflétait la lumière blême du soleil, se trouvaient leurs enfants bien au chaud. Et Einari ne dit rien sur l'instant, mais son air en disait plus long que n'importe quel mot. Son visage tanné arborait un sourire si large que sa dentition parfaite rayonnait au point de rivaliser avec le soleil. « J'ai remarqué que tu regardais avec impatience en direction du chalet, nota bientôt Einari. Alors mettons les bouchées doubles pour nettoyer ce dernier filet. Moi aussi j'ai hâte de retrouver les enfants, poursuivit-il en regardant à son tour la fenêtre. À l'intérieur du chalet, sur le sol de la cuisine modestement meublée, devant la cheminée était assis un garçonnet qui était tout le portrait d'Einari en plus petit. Outre ses traits, Nicolas avait les mêmes cheveux blonds comme les blés qui retombaient avec souplesse. Il tenait Ada dans ses bras et lui faisait des gazouillis. Elle était un peu plus grande qu'un bébé et il riait des pitreries de son frère. Elle essayait maladroitement de lui attraper le nez, mais n'y parvenait pas. « Pas vu, pas pris », lança Nicolas avant de déposer un baiser sur le front de sa petite sœur. « Ce que ta peau est chaude. » Nicolas vit Ada bâiller et fermer doucement les paupières. Il se mit alors à la bercer en fredonnant tout bas. Il comprit bientôt à sa respiration sifflante qu'elle s'était endormie. Il se leva, sa sœur dans les bras, se dirigea vers la table où était posée une lampe à pétrole et une assiette en bois avec un gros morceau de pain de seigle, et il regarda par la fenêtre. Il remarqua que ses parents avaient fini de nettoyer le dernier
filets et s'apprêtait à regagner le chalet. Son père saisissait justement son seau de pêche en bois qui semblait léger comme une plume. La pêche n'a pas dû être bonne, chuchota Nicolas à sa petite sœur endormie, une fois de plus. Toujours avec Aada dans les bras, il s'assit sur l'un des deux bancs et se servit un petit bout de pain. Tout en le grignotant et en attendant le retour de ses parents, il continua à bercer sa sœur. Il la regarda tendrement dormir dans ses bras. Il était fier que, malgré son jeune âge, ses parents lui confient la petite dernière de la famille. Il décida de ne jamais trahir leur confiance et de prendre toujours bien soin de sa sœur chérie. Einari et Alexandra étaient déjà près de la porte du chalet, lorsque Einari s'arrêta brusquement pour observer un banc de nuages sombres qui se rapprochait. Il posa son seau par terre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alexandra. Elle aussi s'était arrêtée en remarquant qu'Einari restait derrière elle. « Il a l'air plutôt menaçant » répondit Einari en indiquant le ciel. « L'hiver approche. »« Oui, il n'est pas en avance, il ne reste plus que 2 jours avant Noël. » C'était une drôle d'année. D'habitude, à cette heure-ci, il y a déjà de hautes congères et une épaisse couche de glace sur la mer, rappela Alexandra en ouvrant la porte et en entrant à moitié. « Tu comptes rester là-bas ? Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire l'hiver ? » « Rien, je me contente de regarder. Rentre, je te rejoins de ce pas. Remets du bois dans la cheminée. » « Je pense que Nicolas s'en est occupé, » répondit Alexandra avant de refermer la porte derrière elle. Seule dans la cour, Einari continua de scruter l'horizon d'un air inquiet. « Pourvu que ça ne présage pas une tempête, » dit-il pour lui-même à mi-voix. Une bourrasque l'atteignit brusquement et le fit chanceler. Il souffla sur ses mains froides tandis que ses cheveux blonds flottaient dans le vent violent qui se renforçait rapidement. Soudain, il eut un étrange pressentiment. La tempête se faufilant à l'horizon n'apporterait pas seulement de la neige blanche et poudreuse, mais des tourments beaucoup plus sombres. Ce vague sentiment disparut cependant aussi vite qu'il était venu, et Einari reprit son seau et se dirigea vers le chalet en secouant la tête. « Je me fais des idées, » se dit-il en ouvrant la porte, tandis qu'une odeur chaude et familière de pain lui chatouillait les narines et lui redonnait le sourire. Tout va pour le mieux. Hélas, le vague sentiment qui lui avait traversé l'esprit n'était pas sans fondement. Le destin s'emparait déjà de la petite île de la famille Pookie. Sinistre et froid, il ne se souciait guère des visions futures du bonheur d'Alexandra, ni des convictions d'Einari, ni des promesses de Nicolas de prendre soin de sa petite sœur. Le destin avait de toute autre intention et les mettait déjà à exécution. Pour l'heure, il était encore invisible. Il rôdait silencieusement, murmurait imperceptiblement. Malgré tout, il était là, et il avait déjà scellé l'avenir de la famille Pookie. Le destin avait plusieurs visages qu'il présentait de manière arbitraire et souvent très injuste. Pour une raison ou une autre, il s'était mis dans l'idée de montrer le plus effroyable d'entre eux à la famille Pookie. Certes pauvre, mais heureuse. Cependant, le destin recelait peut-être une intention qu'un simple mortel ne pouvait pas comprendre. S'il ne s'était pas mêlé de la vie de la famille Pookie, Nicolas ne serait sans doute pas devenu ce qu'il allait devenir. Allez savoir. Mais une chose est certaine, la vie du petit Nicolas fut définitivement bouleversée à compter de ce soir où la fatalité s'abattit sur sa famille, 2 jours avant Noël.